On parle foot. Le podcast Paul Bruggemann. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à vous pour ce tout premier podcast d'OPF. Médéric à la réalisation et Julien Joly au montage et au son. Et avec moi aujourd'hui Imad. Bonjour Imad. Bonjour Paul, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Mais aussi Florian. Salut Flo. Salut Paul, bonjour Imad, bonjour à ceux qui nous écoutent. Voilà pour les présentations. Aujourd'hui au sommaire. Un peu d'actualité aujourd'hui avec du foot allemand, espagnol et italien avant de décortiquer pendant 10 minutes le football français. Dans une quinzaine de minutes donc, nous parlerons Angleterre avant de clôturer sur une page chaude du mercato. Et donc Imad, le football espagnol a l'honneur hier. En effet Paul, avec la finale de la Supercoupe d'Espagne. Bilbao est venu à bout de Barcelone après prolongation 3-2. Le Barça a mené au score par 2 fois, c'est bien ça ? Tout à fait, Bilbao est revenu 2 fois au score après 2 buts d'Antoine Griezmann. Tout s'est joué au mental dans cette partie. C'était l'occasion pour le Barça de remporter son premier titre depuis 2019 ? Oui, peut-être encore une saison blanche pour Barcelone, mal en point en championnat. Et très franchement, je les vois mal remporter une C1 cette année. Donc ce match confirme que les Blaugrana sont dans une sale période. Un mot sur le football italien également, à l'honneur hier. Florian, toujours ? Oui, avec un choc, la Juventus se rendait sur la pelouse de l'Inter. 2-0 score final. Une nouvelle fois décevante à l'image de Ronaldo. Cette Juventus fait peur très clairement. Ce championnat excite clairement. Les 2 millions co-leaders sont de retour. Imad, un petit mot ? Oui, les 2 millions sont co-leaders sur le championnat d'Italie. On va clairement pas s'en plaindre. Ce championnat était totalement maîtrisé pour la Juventus. Moins bien cette année. Cette année, on retrouve les 2 grands Milan qui dictent le ton. Cette Serie A mérite qu'on s'y penche. Cette Serie A promet et serrée comme beaucoup de championnats cette année. Donc avant de parler de Ligue 1, retour sur la Bundesliga où les principaux poursuivants du Bayern ont perdu des points hier. Les Bavarois sont premiers avec 15 points d'avance sur Leipzig. Florian, la Ligue 1 ? Oui, la 20e journée de Ligue 1 s'est clôturée hier soir avec la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le FC Metz. Les Messins ont fait la sensation au Parc OL en s'imposant 1-0 dans les tout derniers instants du match. Par l'intermédiaire de l'attaquant belge Iron Lia Iseka, les Lyonnais perdent leur place de leader et se retrouvent désormais à 2 points du PSG. Les Parisiens, eux, se sont imposés la veille sur la pelouse d'Angers 1-0 par un but de Layvin Kurzawa. Un succès qui permet au club de la capitale de reprendre la première place, totalisant le même nombre de points que le LOSC, mais avec un meilleur goal average. Des Lillois qui ont arraché la victoire face à Reims dans le temps additionnel grâce à Jonathan David, permettant à l'équipe entraînée par Christophe Galtier de garder sa 2e place. Reims, quant à eux, son 15e. Rien ne va plus pour l'OM qui a subi une défaite cuisante face au Nîmes Olympique. Lanterne rouge avant la partie, les Nîmois ont réalisé un match plein et s'offrent les Phocéens sur le score de 2-1. Marseille reste cloué à la 6e place pendant que les Crocos s'extirpent de la zone rouge et montent à la 18e place. A noter également la bonne opération de l'AS Monaco qui s'impose 3-2 à Montpellier et conserve sa 4e place à 4 points du podium. Des monégasques chevauchés par le Stade Rennais, vainqueur à Brest 2-1 dans un match animé. Rennes est 5e avec le même nombre d'unités que le club de la Principauté. Les Bretons n'ont plus perdu en championnat depuis le 5 décembre dernier. Donc aujourd'hui nous avons le PSG en première position, Lille juste derrière et Lyon, Lille juste derrière au même nombre de points mais derrière la différence de but. Et donc Lyon, est-ce que Imad, c'est ce trio de tête là qu'on verra jusqu'à la fin de la saison chevaucher et courir pour le titre ? Selon moi, c'est ce trio qu'on verra jusqu'à la fin de saison avec Lille qui, depuis le début de saison, nous montre du très beau jeu dans ce championnat de Ligue 1 avec Christophe Galtier qui fait du très bon boulot. Paris qui reprend des couleurs depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino. Et Lyon qui sont en Coupe d'Europe cette saison nous montre qu'il peut être dangereux pour la course au titre. Donc ce trio-là, tu le vois jusqu'à la fin de la saison ou tu le vois un petit peu imploser à l'image de Lyon hier soir ? Je pense que ce trio-là va se battre jusqu'à la fin de saison. Par exemple, Marseille, je pense que dorénavant, n'a plus sa place dans ce trio et se battra pour les places en dessous. Mais ce trio-là restera jusqu'à la fin de saison et je mettrai un billet sur Lille. Et puis, il est important de souligner que l'Olympique Lyonnais restait sur 16 matchs sans défaite avant cette défaite de 1-0 face au Football Club de Metz. Personnellement, je vois bien le podium Paris, Lyon-Lille.
Le LOSC a la Coupe d'Europe à jouer en Ligue Europa face au Milan AC, donc je les vois bien un peu lâcher des plumes. Lyon a juste les championnats à jouer, donc je les vois bien continuer sur cette lancée-là. Le PSG a certes la Ligue des Champions, mais ils ont l'effectif et les arguments en tout cas pour continuer à empiler des points et à pourquoi pas être le leader du championnat à la fin de saison. Donc pour vous, Marseille, c'est fini. On voyait cette équipe-là un petit peu concurrencer ce podium-là. Pour vous, c'est fini, Flo ? Il n'y a jamais eu beaucoup de marge entre les adversaires de l'OM et à chaque match. Le match d'hier était très 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 moyen. Je vois mal l'OM franchement se lutter face à ces ogres, face au club dans le podium, Lille, Lyon, qui est Paris. Ils ont moins d'arguments au niveau de l'effectif et ils ont moins d'atouts. En tout cas dans le jeu, ça se ressent. Le jeu est pas flamboyant du tout du côté de on s'ennuie carrément, hein, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Flo en fait. C'est que pour moi, Marseille devrait se concentrer sur les places européennes pour l'Europa League plutôt que de chercher à rattraper les trois de devant. Déjà la 4ème place serait déjà cher payé pour l'OM vu leur jeu très médiocre depuis le début de la saison. Donc à voir, mais je suis pas très optimiste. Et donc même avec Marseille qui ne joue pas la Coupe d'Europe, vous ne les voyez pas concurrencer un Lille par exemple qui joue et qui va jouer contre l'Ajax le 18 février prochain ? Je pense qu'il y a déjà un trou qui est fait entre le 3ème et la 4ème place. Il faut pas oublier que l'OM a 2 matchs en retard. Hein. C'est vrai, mais l'OM, vu ce qu'il propose en ce moment, il n'est pas sûr de gagner ces 2 matchs. C'est ça. Je les vois mal, ouais. En tout cas prendre peut-être 6 points, mais même avec 6 points, il y a déjà un petit fossé qui est créé, je pense, entre le podium et le reste. Je vois pas Lille lâcher des points, même s'il y a la Coupe d'Europe qui arrive. Je pense que Christophe Galtier est assez intelligent pour bien préparer l'effectif pour les ils ont en tout cas plus de bancs que l'OM. L'OM a pas de banc. On voit mal, ils ont pas assez de ressources pour justement jouer sur plusieurs tableaux. Que ce soit dans toutes les lignes défensivement, certes, Nagatomo a du mal depuis son arrivée à l'OM. Même avec l'arrivée de Milik, je pense pas qu'il y aura forcément plus d'efficacité offensive. Ça marche. Et Flo, derrière, du coup, ça c'est en embuscade. Et pour le maintien, il y a des questions qui se posent, avec notamment Nîmes, Saint-Etienne et une autre équipe qui inquiète. Tu vas nous en parler. Effectivement, les 3 derniers matchs ont vu les Girondins de Bordeaux s'imposer 3-0 sur la pelouse de Nice. Les Nantais et Lensois, eux, se sont neutralisés sur le score de 1-1. Et les Strasbourgeois se sont offerts l'AS Saint-Etienne sur la plus petite des marges à domicile. Les Stéphanois, toujours en grande difficulté en championnat, sont 16e à 6 points de la 18e place. Est-ce que pour Nîmes c'est fini, malgré ce bon résultat au Vélodrome ? Non, je pense que Nîmes peut rattraper Nantes et Saint-Etienne qui sont devant, qui sont mal en plan, même avec l'arrivée de Armand Domenech pour les Canaries. Ils ont beaucoup de mal depuis son arrivée. Saint-Etienne, depuis le début de saison, n'y arrive pas. Et je pense que Nîmes a une carte à jouer pour se maintenir en Ligue 1. En tout cas, le mental est là. Leur match contre l'OM était très animé. Ils ont mis tous les ingrédients en tout cas pour mettre à mal cette équipe de l'OM. Il y a eu du mouvement, des occasions, l'intelligence dans le jeu. Je suis plutôt assez optimiste suite à ce match pour les Nîmois, en tout cas. En tout cas, ça bataille partout en Ligue 1, au début, à la fin, c'est parfait. On va passer à un autre championnat, le championnat anglais, qui est aussi serré et très alléchant, avec un derby du Nord décevant hier. Imad ? En effet, cette 19e journée de Premier League avait beaucoup à nous offrir, Paul, avec une affiche de choc opposant Liverpool à Manchester United. Les gros du championnat ont tenu leur rang, à commencer par Chelsea, qui s'est déplacé à Fulham. Les Blues l'ont emporté 1-0 sur un but de Mason Mount. Cette victoire permet donc à l'équipe de Frank Lampard de remonter à la 7e place du classement et de enfin sortir de cette série noire qui dure depuis plusieurs semaines. La surprise de cette saison en Premier League, Leicester, s'offre les signes de Southampton 2-0. Ils prennent la 3e place et reviennent à 2 points du leader. De son côté, le Tottenham de Mourinho repart de l'avant avec une victoire 2-1 contre Sheffield, avec un superbe but de l'international français Tanguy Ndombele. Les Citizens de Pep Guardiola ont quant à eux dominé Crystal Palace 4-0. Ils reviennent à la 2e position à 2 points du leader, mais avec un match en retard à jouer. L'affiche donc de cette journée de Premier League opposait donc Liverpool à Manchester United pour la tête du championnat. Les Mancuniens ont débuté avec les 2 Français, à savoir Paul Pogba et Anthony Martial. Leur joueur en forme Bruno Fernandes. De son côté, Klopp a commencé avec son fameux trio habituel Salah, Mané, Firmino.
Pourtant, le match a été très décevant malgré une domination des Reds. Les Mancuniens ont bien su neutraliser les offensifs du Liverpool. Ce match était décevant. Florian, Liverpool est sur une série de 4 matchs sans victoire, avec notamment 2 défaites, notamment celle d'il y a 2 semaines. Est-ce que c'est inquiétant pour Liverpool pour la lutte au titre ? Je suis pas trop inquiet parce que les Reds ont globalement dominé le match hier. Ils se sont procurés par l'intermédiaire de Firmino et de Salah pas mal d'occasions en tout cas, avec un pressing assez haut, des occasions de but, de l'animation offensive. Ils méritaient en tout cas les 3 points de mon point de vue. Donc non, je pense pas que ce petit coup d'arrêt, en tout cas c'est une bonne opération je trouve de faire match nul à Old Trafford, c'est une bonne opération pour les Reds, donc je les vois pas, je suis pas trop inquiet pour eux. Il faut prendre en compte que Liverpool avait déjà eu des problèmes au début de saison avec de nombreuses blessures, et avec la Ligue des Champions qui arrive et les matchs qui vont s'enchaîner, est-ce que les joueurs vont pouvoir supporter toutes ces minutes à jouer? Parce qu'on sait que physiquement, au niveau des blessures, c'est très difficile là-bas. Ils ont quand même beaucoup d'arguments, hein. Ils ont un banc, ils peuvent en tout cas se permettre de faire tourner dans plusieurs compétitions. Voilà, et puis Klopp est assez intelligent, il sait gérer ce genre de situation pour ces matchs-là. Je m'en fais pas, ils ont un bon entraîneur, ils ont des arguments dans toutes les lignes. Je pense concrètement, ils sont très complets. Donc non, je suis pas trop inquiet pour eux en tout cas. Est-ce que vous voyez ces 2 équipes lutter pour le titre ou City revenir ? City a fait une bonne opération hier avec ce nul-là. Et Liverpool est 4e ce matin, City 2e. Très sincèrement, je vois bien Liverpool lutter avec City pour le titre. Je pense que Manchester United ont un peu moins d'arguments, je trouve, que les 2 autres équipes. Justement, ça peut attendre leur faveur parce que City et Liverpool vont sans doute tout donner en Ligue des Champions, surtout pour Guardiola qui, depuis arriver à Manchester City, n'arrive pas à passer les demi-finales. C'est peut-être l'année ou jamais pour lui de passer le palier. C'est peut-être la chance de Manchester de reprendre le titre. City commencera par le Borussia Mönchengladbach. Ça va pas être un match facile. Le 24 février, ça va pas être un match facile. Ça peut laisser des tares, attention. Oui, ça fait combien d'années que Manchester lutte pour le titre ? Ça fait longtemps. Ils ont moins d'expérience que Liverpool et Manchester City dans cette configuration, en tout cas de classement. Liverpool a eu, par le passé, l'habitude de lutter face à une autre équipe pour le titre. Ils savent gérer la fin de saison. Donc pour moi, ces 2-là, même au niveau du jeu, je trouve qu'ils sont plus armés à lutter pour le titre. On sait qu'il y a des joueurs comme Mohamed Salah qui ont la tête ailleurs, qui pensent à déjà quitter Liverpool dès cet été. Donc est-ce que les joueurs auront la tête pour aller chercher un nouveau titre cette saison ? Là, il y a la question. À suivre. On en parlera juste après du mercato hivernal. En tout cas, Imad, tu nous as parlé de Chelsea, de Leicester, qui est aussi cette surprise de saison. Enfin, moi, je trouve qu'il ne faut que confirmer leur excellente état de forme avec notamment ce titre en 2016. Il ne faut pas les oublier, ces équipes-là. Il y a aussi Everton en embuscade. Est-ce que cette première ligue va être plus serrée que d'habitude ? Et est-ce que vous voyez, contrairement à la Ligue 1, peut-être un quatuor, voire un 5 équipes de tête pour lutter pour le titre? Pour l'instant, pas encore. Pour l'instant, on voit que Liverpool, Manchester United et Manchester City se détachent un peu du reste, mais derrière, tout ce qui est Chelsea, Leicester, Everton, Tottenham aussi, avec le duo Son-Kane qui fait des ravages depuis le début de saison. En tout cas, Paul, on l'espère qu'il y aura au moins 4 clubs à lutter pour le titre, déjà pour la beauté de ce championnat et pour le suspense surtout. Leicester peut créer peut-être la surprise en cette fin de saison, même si j'y crois un peu moins qu'en 2016. Mais en tout cas, j'espère, j'ai envie d'y croire. Les prochaines semaines vont être déterminantes en tout cas. C'est clair. Nous sommes donc mi-saison, en plein dans le mercato hivernal, l'occasion de parler de plusieurs dossiers chauds. Avec tout d'abord Milik à l'OM, ça chauffe Florian, non ? Effectivement, ça chauffe, les négociations avancent entre l'OM et Naples. Elles pourraient aboutir sur un prêt avec obligation d'achat. L'accord est très proche, la dernière offre des Marseillais disposerait d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 8 millions d'euros plus 3,5 millions de bonus. Selon le RMC Sport, une réunion est prévue ce lundi pour régler les derniers détails tels que les pourcentages de bonus. L'OM veut en effet 20% à la revente contre 30% pour le Napoli. Le joueur, lui, est très très chaud à l'idée de rejoindre la Canebière. Il attend le feu vert du club napolitain pour aller sur Marseille. Est-ce que Milik, c'est une bonne idée ? C'est le grand attaquant que l'OM attend, enfin. Le grand attaquant, je sais pas, mais c'est un très bon attaquant pour l'OM.
pour la Ligue 1, il va planter des buts nécessaires qui vont permettre à l'OM de gratter des points pour la 4ème place. Mais est-ce que c'est le grand attaquant tant rêvé par les supporters ? Je pense pas. Il y a beaucoup de points d'interrogation encore. On sait qu'il n'y a pas que le 9 qui est le problème à l'OM, il y a toute la ligne offensive. Thauvin, Payet ne sont pas en forme en ce moment. Après Milik, franchement, je pense qu'il peut pas faire pire que Benedetto et les attaquants de l'OM en ce moment. C'est quand même un nom, hein, et il a quand même une certaine prestance, un certain charisme. Je pense qu'il va devoir s'acclimater au début, c'est un nouveau championnat pour lui. Comme tout joueur qui change de championnat, il devra s'acclimater, avoir des automatismes avec ses coéquipiers. Mais à voir. Mais je suis plutôt optimiste. Parce que tu as parlé du temps d'adaptation. Cette saison, on sait qu'il va être très important avec le rythme qui pose question. Milik n'a pas joué depuis le mois d'août. Est-ce que c'est le bon moment pour faire cette recrue-là ? Il ne faut pas attendre l'été plutôt. Je pense qu'à ce prix-là, l'OM fait une bonne affaire. On n'est pas à l'abri que le joueur aurait pu exploser en deuxième partie de saison déjà et que le prix aurait pu flamber. Rappelons qu'il a 26 ans, donc il peut encore vendu à très cher. Donc je pense que l'OM avait aussi besoin en ce moment aussi d'un nouvel attaquant, un nouveau joueur, un nouvel attaquant qui peut en tout cas être plus efficace que les attaquants en ce moment. Donc je pense que c'est le bon moment pour l'OM et ils en auront bien besoin en tout cas pour espérer la 4ème place. Parce que l'OM n'avait pas justement besoin d'aller chercher des joueurs défensifs. On sait que Nagatomo côté gauche a beaucoup de mal, Amavi depuis quelques saisons est intermittent. Mais je trouve qu'en ce moment le problème de l'OM c'est surtout l'efficacité offensive. Il y a peu d'occasions qui sont créées. Certes en défense il y a quelques failles, mais ils ont recruté Lirola en latéral droit qui peut amener justement un plus et faire souffler un peu Sakai. Sakai peut aussi jouer à gauche, rappelons-le. Ils peuvent aussi tourner à ce point de vue-là. Il y a aussi Balerdi en défense centrale qui peut aussi faire partie de l'équipe dans certains matchs. Donc d'un point de vue offensif c'est une bonne nouvelle et je pense que c'est un problème à régler. Je pense qu'il va peut-être se régler enfin cette saison pour l'OM. Un autre débat chaud, les amis, deuxième actu transfert, Manchester City est sur Lukaku. Imad ? En effet, Guardiola, l'entraîneur, disposerait d'une enveloppe de 200 millions d'euros pour le prochain mercato estival et chercherait donc un remplaçant pour Kun Agüero, l'attaquant historique du club qui pourrait partir libre. Les deux choix pour l'entraîneur mancunien seraient Lukaku et Haaland du Borussia Dortmund qui serait très compliqué à faire. Donc les Citizens se concentreraient sur l'attaquant belge. Ils pourraient formuler une offre de 75 millions d'euros dans les prochains jours. L'Inter verrait d'ailleurs cette offre d'un très bon œil puisqu'ils sont en difficulté financièrement actuellement. Lukaku à City, vous y croyez ou pas ? Je trouve que c'est un bon choix. Il a déjà joué là-bas, il a les caractéristiques pour ce championnat. Il va planter les buts, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il va s'acclimater avec les joueurs qui y a autour ? Là est la question parce qu'on sait que derrière c'est technique. Lukaku c'est pas très technique. Ça demande le ballon dans les pieds pour frapper dans la surface. Parce qu'avec les joueurs autour, Mahrez ou d'autres, ça peut... Après il y a beaucoup de points d'interrogation je trouve pour Lukaku. Je trouve pas que ce soit le bon moment personnellement pour le recruter. Je pense que ce serait mieux de le recruter cet été. Je pense que le club serait plus à même de le libérer cet été, surtout en plus que cet hiver avec justement les matchs qui vont s'accumuler avec la Coupe d'Europe ensuite, le calendrier qui va forcément être plus chargé. Donc je pense que ce serait mieux d'attendre un transfert l'été prochain. On peut même se poser la question, c'est un bon choix pour le joueur. On parle de City. C'est ça aussi qu'il faut se demander parce que pour le joueur, en ce moment est excellent avec l'Inter. Donc est-ce qu'il doit partir ? Pourquoi pas rester à sa place je partirai, ça c'est sûr. Moi à sa place je ne partirai pas parce que dans la forme qu'il est, s'acclimater encore une fois à un nouveau club, c'est peut-être pas une bonne idée. Lukaku il est plus jeune. Moi je trouve qu'en plus l'Inter fait une bonne saison. L'Inter peut être champion cette année. L'Inter est encore en Liga Europa. Moi je pense que l'Inter devrait le garder. Je pense que l'Inter justement est pas forcément pour le transférer cet hiver. On sait que l'Inter a des difficultés financières. Oui. Donc ça serait un bon moyen de renflouer les caisses pour eux, mais du côté du joueur qui fait un super duo en attaque avec Lautaro Martinez, je pense que ça serait intelligent de sa part de rester en Serie A. Sportivement, ça serait un échec de partir, je pense. On sait qu'il a déjà échoué à Manchester, du côté du United. Exactement. Alors revenir de l'autre côté... Rappelons qu'il a quand même inscrit 42 buts en 96 apparitions, toutes compétitions confondues, sous les ordres de José Mourinho et de Solskjaer. Donc le Premier League, c'est aussi un championnat prolifique pour lui quand même.
C'est vrai, mais moi je trouve qu'il est dans la forme de sa vie avec l'Inter, et l'Inter peut tellement faire cette saison et les saisons prochaines, ça peut tellement une saison qui va lancer le projet interiste, qu'avec Lukaku ou sans Lukaku, c'est plus la même chose. Ça. Donc, On sait qu'Antonio Conte adore ce genre de joueur en plus. Ouais. Donc ça va être difficile d'en trouver un autre. En tout cas, tu parlais Imad de Haaland. Et Haaland, par contre, j'y crois un peu moins quand même. En tout non, cas, cet je hiver. pense que- J'y crois un peu moins. Déjà, le prix déjà est largement plus conséquent. Et puis, je pense qu'Haaland n'a pas forcément envie de partir de Dortmund non plus cet hiver. Non, ça sera pour cet été ou l'année prochaine. Ouais, voilà. Donc, c'est clair. Et puis pour Dortmund, Et puis pas à c'est une mauvaise City, affaire, je pense. Et pas à City, en effet. Pas je à pense City. que des plus gros clubs, le Bayern ou même le Real Madrid ou même le Paris Saint-Germain, s'ils ont les fonds, c'est ce genre de club qu'on Même devrait chercher. avec la crise du Covid, Dortmund n'a pas forcément de difficultés financières par rapport à d'autres équipes, d'autres clubs européens. Donc, je vois mal Haaland partir. De assez toute rapidement. façon, City, certes, a les moyens, mais de toute façon, tous les clubs envient ce joueur-là. Hein, même un club plus modeste voudrait ce joueur-là. Après, Donc avec City a raison de se positionner, mais voilà, maintenant, avec- il faut l'attirer. avec un tel budget, 200 millions l'été prochain, ils ont de quoi faire, donc c'est faisable en tout cas. Il faut faire attention C'est quand faisable. même City, parce qu'ils étaient il y a pas longtemps sous le coup du fair play Fair play financier. financier, Donc attention, exactement. attention, Ils ont Manchester été suspendus City. d'ailleurs. Tout à fait, mais ils ont été graciés finalement. Par si on la peut dire TAS, ça en comme effet. ça. Et enfin, dernier débat mercato, on va parler un petit peu PSG, les amis. Le PSG à fond sur Dele Alli en ce moment, qu'est-ce que vous en pensez ? Du point de vue du joueur, ça serait une très très bonne chose d'aller transférer au PSG. On rappelle qu'il a que 75 minutes de jouer en championnat cette saison. Après, on sait que le président Daniel Levy est contre. Car justement, avec le calendrier est chargé en deuxième partie de saison, il a peur aussi d'avoir des pénuries de blessures, avec la crise du Covid en plus qui se rajoute à cela. Donc le président n'est pas trop chaud justement pour le lâcher dès cet hiver. Après cet été à voir, tout est possible. Mais est-ce que c'est une bonne recrue pour le PSG ? Je pense que c'est une bonne recrue. On sait qu'il a déjà joué avec l'entraîneur Mauricio Pochettino, qu'il le connaît très bien. S'il le veut à Paris, c'est qu'il a envie de le faire jouer sur le terrain, qu'il peut le mettre dans les meilleures conditions au milieu de terrain, sans doute avec Verratti. Après, Je trouve que c'est un très bon joueur. Rappelons que Mourinho et Dele Alli sont sont en pas mal de tensions entre les deux. Notamment, Mourinho lui reproche d'être pas très impliqué au niveau des entraînements. Donc entre les deux hommes ça chauffe. Je pense qu'il a plus vraiment la confiance de l'entraîneur du Special One comme on le surnomme. Donc je pense que ça serait Non, il a une plus sa très place à très bonne Tottenham. affaire pour lui. Du côté Non, Tottenham, mais c'est fini du pour lui. moment où il joue plus, je pense qu'il doit partir. Ça, c'est Oui. sûr. Et Paris. Et que ce soit à Paris ou ailleurs, Tout serait relancé en pour lui. plus, En plus, Paris, t'as personnellement. plus sportivement, Oui, aller à si. Paris, ça serait Tout bon. serait relancé pour lui en tout cas pour sa Il carrière. monte en Rappelons qu'il a palier. 24 ans, donc il a encore une belle carrière devant lui. Après, est-ce que pour le PSG, donc ça serait une bonne recrue, ça, il n'y a pas de question, c'est un top joueur, mais est-ce que c'est la priorité du PSG ? Est-ce que c'est la priorité ce poste-là ? Personnellement, je pense que la priorité du PSG, c'est surtout la défense centrale. Il y a plus de manque quand même si le milieu de terrain a toujours été un problème du côté du Parc des Princes. Après, ça rajoute forcément Après, un la joueur défense supplémentaire centrale, du la centre. défense centrale, t'en parles, on a quand même Marquinhos, Kimpembe, qui sont des très bons joueurs. Tout à Tu fait. veux ramener, faut on tourner. sait que Ramos est libre, pareil pourrait le prendre, mais sinon je vois Mais pas. le problème au PSG, Après, c'est Ramos, surtout il est plus quand même sur le pour déclin tourner. dans les prochaines années. Donc, Ouais, mais, Ça reste quand même Sergio Ramos. oui. Tu peux prendre un Ramos, tu prends un Ramos. Hein. Voilà, c'est c'est clair. ça. Il faut pas se mentir. Hein. Le mettre à côté de Marquinhos, ça peut faire une très mais bonne après, défense. après, si tu vois dans le court terme, oui, tu le prends. Après, à long terme, à voir. Moi, je pense personnellement qu'au PSG, ce qu'il faut, c'est deux latéraux de qualité, même C'est si ça. Bernat est très bon. Et puis, il faut aussi Et Baker fait ses matchs, mais, une doublure pour, Baker, c'est très jeune encore. pour c'est la très jeune. C'est centrale. très jeune, ouais. Et Oui. Kurzawa, ça fait depuis plusieurs saisons, même si voilà, il fait quelques matchs il fait par-ci des par-là. éclairs, mais ça reste trop limité. Mais je pense que la grosse erreur du PSG, c'est d'avoir fait partir Thiago Silva l'été dernier, surtout. Ouais, surtout. C'est un gros manque. C'est Et un puis leader, le et- leader de la et- défense centrale. Et Tanguy Kouassi également, peut-être. Effectivement, mais Thiago Silva, il incarne le projet du Paris Saint-Germain. Le projet il est là depuis 2012. Il incarnait justement cette philosophie de jeu du PSG. Donc voilà, c'était une légende. Pourquoi club pas chercher Partey. un attaquant également? On sait qu'Mbappé depuis plusieurs semaines c'est compliqué. Il manque de confiance. Après, à voir euh, si ça va repartir dans les prochaines semaines. Je m'en fais pas trop de soucis pour lui non, parce il qu'il va a la revenir, tête sur les c'est épaules. sûr, mais est-ce que pas prendre un autre attaquant pour suppléer Mbappé qui Après, est déjà en Icardi difficulté? peut aussi revient. se relancer. C'est vrai qu'il a.
En ce moment, c'est pas ça. Il a du mal à. Je pense que les soucis du PSG se portent pas trop sur l'attaque. Le PSG a mis 50 millions cet été sur Icardi. Je pense que Paris ne mettra pas d'argent sur un attaquant. Mbappé reviendra, c'est une certitude. Il lui faut juste du repos, une petite remise en question. Neymar l'épaulera, mais je pense pas que Paris doit chercher un attaquant tout de suite. C'est pas la priorité. Parce que voilà, c'est pas la priorité, même si peut-être que Mbappé partira cet été. Là, oui, on pourra discuter, mais bon, si Mbappé part, c'est presque 250 millions, donc là, il y aura pas de question à se poser. Par rapport à la défense centrale, il est important de rappeler, Paul, que Upamecano est pisté par le Paris Saint-Germain. Tout à fait. Pour l'été Upamecano. Imad, qu'est-ce que t'en penses? C'est un très bon défenseur du côté de Leipzig. J'ai vu la saison dernière en Ligue des Champions. C'est le futur défenseur. C'est le futur défenseur, de c'est la- clair. Jeune encore, à 20 ans. Que ce soit en sélection française ou même dans les équipes européennes, il va falloir compter sur lui. Il est très bon. Après, sa Très- clause libératoire est à 42 millions d'euros, donc à voir si le PSG a les moyens Et on justement sait qu'il y a de d'autres clubs qui sont dessus. de débourser c'est que le Real Madrid est dessus. Mais pour un joueur comme Upamecano qui promet 42 millions, excusez-moi, C'est pas mais assez. c'est pas Le- grand-chose. Le PSG doit vendre. Il doit vendre. Il doit vendre, Oui. dégraisser avant d'investir Mais sur des joueurs. Donc, Moi, je prendrais pas un nom comme Upamecano parce que je pense qu'il faut faire confiance à la charnière Kimpembe Kimpembe et et Marquinhos. Marquinhos. Parce qu'on parle de Upamecano comme l'avenir des défenseurs. Kimpembe, voilà. Pour moi, c'est aussi un grand Kimpembe est défenseur. très bon Mais pour moi, Kimpembe, c'est au-dessus d'Upamecano. Hein. actuellement. Ah oui. Très même sincèrement. on n'est pas à l'abri qu'Ipembe puisse avoir des envies de départ l'été prochain aussi. Bah non, pas au Paris Saint-Germain, c'est un Titi, il a été formé au club, Ouais. il l'a dit, je pense que Kimpembe restera au PSG toute S'il y a une toute sa grosse offre carrière. irrefusable, je te garantis que Non, le je pense PSG que peut Kimpembe accepter restera, l'offre. c'est sûr, mais pourquoi pas prendre La- un troisième défenseur pour offrir d'autres possibilités Après, à la l'entraîneur. charnière, Après, il y a beaucoup la de- charnière du PSG, Marquinhos, Kimpembe ne pose pas de problème. Pour moi, je C'est les pense latéraux. qu'il faut, faut recruter des latéraux et prendre une petite doublure à la Diallo, qui est bon, mais voilà, parce que Mais- Kehrer, c'est pas possible, on va pas se le cacher. Non, c'est vrai. Mais déjà, même avant cela, le dossier est très compliqué. hein. Il y a beaucoup de concurrents sur le dossier, notamment le Bayern, le Le Manchester Real Madrid United, aussi. Chelsea, Liverpool sont sur le joueur. Donc, ce dossier paraît compliqué pour le PSG, mais à voir. En tout cas, le mercato finit début février, même le 30 janvier exactement. Ça urge. Ça urge, Ça urge. il reste 12 jours. Leonardo va devoir faire du boulot et les autres directeurs sportifs également, sauf au Real Madrid parce qu'il n'y en a pas. En tout cas, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Nous sommes très fiers d'avoir réalisé ce premier podcast. Nous passons un petit clin d'œil à Océane Valera, notre chroniqueuse qui n'est pas là aujourd'hui, ainsi qu'à Julien Joly. Merci Ménéric pour la réalisation. Nous vous souhaitons une bonne après-midi, une bonne semaine et à bientôt. Merci Paul, à merci toi, Mad. Paul, d'avoir animé. Merci à tous de nous avoir écoutés.